Comme toujours, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Selon le rapport 2021 intitulé État du climat en Afrique de l'Organisation météorologique mondiale, l'augmentation de la demande en eau conjuguée à l'approvisionnement limité constitue des risques de conflits et déplacements sur le continent africain, ce qui peut également constituer des pertes et dommages liés au climat, d'où l'engagement des acteurs non étatiques, autorités publiques ou encore d'autres décideurs pour le financement de l'adaptation sur le continent. Quelle solution face aux pertes et dommages? Quel rôle aujourd'hui de cette COP27 pour l'accroissement du financement de l'adaptation? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, la 27e conférence internationale sur le climat, COP27, va se tenir en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce grand événement du climat revient sur le continent africain 6 ans après la COP22 tenue à Marrakech au Maroc. Quels enjeux de cette COP27? Comment aujourd'hui arriver au respect des engagements des États partis à l'issue de cette COP qui se tient sur le continent africain? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec nos invités. Monsieur Samba Fall, vous êtes responsable climat et également système écosystémique au niveau de Enda Energy. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, bonjour, merci. Merci également à M. Ouattara, président de l'ONG environnementale Amis du Monde au Burkina Faso. Merci également d'être là avec nous. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Voilà. Et je reviens à vous, M. Fall. Aujourd'hui, on entend souvent parler de pertes et dommages. Qu'en est-il réellement même de ces concepts? Encore un grand plaisir de se retrouver encore avec nos confrères journalistes, mais aussi c'est un grand plaisir aussi de se retrouver entre collègues partenaires du Sud pour échanger sur les questions de l'heure, notamment sur les pertes et dommages. Mais permettez-moi juste avant de commencer de renouveler tous nos remerciements et notre gratitude du directeur de Enda Energy, Sékou Sarr, mais aussi de l'ensemble des collègues avec qui nous avons conçu et mis en place cette initiative dénommée COP27. Et nous y reviendrons plus globalement. Là, par rapport au concept aujourd'hui, pertes et dommages, qu'en est-il réellement? Effectivement, les pertes et dommages, comme c'est une question actuellement de l'heure, par rapport aux négociations. Et c'est tout simplement une manifestation réelle et ou potentielle d'impact associés au changement climatique et qui ont des incidences négatives sur les systèmes, mais aussi sur les systèmes naturels et économiques et qui peuvent se manifester à plusieurs égards. Ce sont des phénomènes qui peuvent se manifester à effet lent, donc notamment la sécheresse, l'augmentation du niveau de la mer, mais aussi les manifestations peuvent être d'une extrême, notamment parfois des aléas et des extrêmes qui sont souvent caractérisés par leur ampleur, mais aussi leur fréquence parfois un peu lointaine. Les manifestations à effet lent sont plus fréquentes, mais présentent moins en tout cas d'impact que les pertes et dommages à effet vraiment causés souvent par des Mais qu'est-ce qui différencie les deux aujourd'hui? Les dommages, encore appelés préjudice, et pertes. Qu'est-ce qui fait la différence des deux concepts? C'est par rapport au niveau de réparation et de restauration. Pour dire que les dommages, ce sont des phénomènes qui peuvent être réparés ou restaurés, c'est possible. Mais les pertes, on considère que ce n'est plus possible. Donc là, pour cadrer un peu. Ce qui est perdu ne peut plus être restauré. Effectivement, donc maintenant ça c'est clair. Maintenant pour dire que c'est pourquoi aussi c'est important, ce sont ces aléas climatiques auxquels notre écosystème africain en tout cas fait face de plus en plus, avec une fréquence de plus en plus importante et surtout l'intensité qui devient de plus en plus importante. Et M. Ouattara, une vaste coalition d'organisations internationales pour la défense de l'environnement veut aujourd'hui que la question de l'aide des pays riches aux plus pauvres ou bien en développement pour faire face aux impacts des catastrophes climatiques soit formellement inscrite dans l'agenda de cette COP27-là prévue en novembre prochain. Vous déjà, en tant qu'acteur non étatique, quelles actions menez-vous dans ce sens-là? Bien, alors je voudrais, à la suite donc de Samba, je voudrais dire que
les pertes et dommages sont un frein pour le développement de l'Afrique. Parce que nous voyons que le climat impacte tous les aspects donc, de la société, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Et donc, quand nous parlons des finances, nous disons qu'il faut aller vers des solutions communautaires durables pour faire face donc à cette question climatique. Notamment, il faut former les populations face à ce nouveau défi auquel elles n'étaient pas préparées. D'autre part, il faut introduire la technologie qui permette d'améliorer, d'atténuer donc ces situations. En plus, je pourrais dire que les pertes et dommages, si rien n'est fait en termes de finances pour y faire face, donc la situation de paix, de justice dans les pays pourrait être accrue et accélérée. Parce que lorsque la productivité n'est pas bonne, si les populations n'ont pas à manger, la variabilité, qu'est-ce qui se passe? Les populations, notamment les femmes, sont les plus vulnérables. Qu'est-ce qui se passe également? Les jeunes qui sont aujourd'hui, et j'allais dire, le fer de lance du développement en Afrique, parce que l'Afrique a une population jeune. Ces jeunes seront soit tentés de quitter leur communauté dans l'espoir de trouver des potentialités pour eux, j'allais dire, même en ville, je ne dis pas en Europe déjà, mais je dis, lorsqu'ils ne quittent pas ces jeunes, leur communauté, ils y restent, ils deviennent des proies faciles pour l'extrémisme. Déjà, par rapport à cette vulnérabilité dont vous parlez, aujourd'hui au niveau pays, à savoir au Burkina Faso, comment se manifestent aujourd'hui les effets liés à ce changement climatique-là au niveau pays? Alors, au Burkina, il y a la date du 1er septembre qui résonne au Burkina Faso comme vraiment le symbole de cette vulnérabilité. Parce que si vous prenez donc les pluies dans la région nord du Burkina, qui représentent 400 mm annuellement, il faut dire que le 1er septembre 2009, il est tombé déjà la moitié de cette quantité en un jour. Alors il faut dire que personne ne s'y était vraiment préparé. Et donc les infrastructures ne pouvaient pas résister. Et je ne prends que ce cas. Mais dites-vous, lorsque il y a cette situation, faut-il attendre 1 an ou 2 ans pour venir réparer? Non, il y a une urgence qui est là. Et c'est pour ça que nous disons que si les pays développés peuvent développer donc, des solutions pour faire face donc, à ces pertes et dommages, il faudrait que nous, en retour, qui sommes pour moins de 4%, de façon unanime, on le dit, et responsables donc, des effets donc, de ce changement climatique, nous devions pouvoir donc, bénéficier de la solidarité internationale pour donc, y faire face. Il y a eu des promesses de budget. Nous avons entendu 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, même les calculs les plus optimistes montrent que ces promesses n'ont pas été réalisées. Et nous y reviendrons tout à l'heure plus globalement sur la nécessité de développer aujourd'hui de nouveaux mécanismes financiers face à ces réalités-là que sont les pertes et dommages. Et M. Fall, le stress hydrique et les risques liés à l'eau, tels que les sécheresses, les inondations dévastatrices, vous en avez rappelé quelques-uns aujourd'hui au niveau pays au Burkina, touchent de plus en plus les communautés, les économies et même les écosystèmes africains. Les régimes pluviométriques sont perturbés. C'est le cas dans votre pays et dans d'autres pays également à travers le continent. Les glaciers disparaissent et les principaux lacs se rétrécissent également. C'est ce qui ressort d'ailleurs du rapport 2021 État du climat en Afrique. Déjà, quel regard portez-vous sur cette situation sur le continent africain? Depuis quand même des années, la Convention a mis en place plusieurs décisions et notamment surtout le cadre
international de Varsovie qui a été mis en place à la COP 19 en 2013, le mécanisme international de Varsovie, après qui s'est succédé lors de l'accord de Paris en 2015 avec réellement la mise en place, avec l'article 8 qui reconnaît les pertes et dommages, mais qui dit encore que ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas un justificatif pour indemniser. Et donc là, on voyait déjà qu'il y a déjà un piège qui est jeté à ce niveau. Et enfin, lors de la COP 25, il y a ce qu'on appelle la création d'un réseau, le réseau de Santiago, qui devrait fournir l'assistance technique pour faire face à ces pertes et dommages. Mais ce qui apparaît clairement, c'est que lors de la COP 26, on considère maintenant que les pertes et dommages constituent un enjeu de taille pour les négociations. Maintenant, c'est reconnu par les pays de façon globale. Mais ici, à ce niveau, ce que nous, en tant qu'acteurs non étatiques, considérons toujours comme étant le plus important, c'est qu'on ait un mécanisme de facilité de financement qui est à effet immédiat, mais aussi qui est prévisible et qui peut en tout cas fournir l'ensemble des ressources financières nécessaires pour faire face à ces pertes et dommages dont on sait que maintenant, actuellement, il y a une évidence scientifique qui dit que d'après le récent rapport du GIEC, le GIEC c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui en mars dernier a sorti un rapport qui fait état de l'évidence par rapport à la causalité, et parfois souvent c'est là où se trouve le débat, est-ce que c'est réellement lié au changement climatique ou pas? Maintenant, les scientifiques sont parvenus à dire qu'il y a une causalité effective par rapport au changement climatique. Donc c'est pour montrer que nous sommes dans l'urgence d'agir. Et maintenant, en Afrique, nous allons abriter la COP en Égypte. Il va falloir que les acteurs étatiques, mais aussi les acteurs non étatiques, puissent encore poser sur la table la question de l'opérationnalisation. Avant d'en arriver même à la COP, restons maintenant à la pré-COP. Je rappelle que vous êtes responsable climat et transition systémique à Enda Energy. Vous avez tenu un atelier de 2 jours sur la mobilisation et le renforcement des acteurs non étatiques de l'Afrique de l'Ouest. L'événement appelé COP 27 a réuni 8 pays aujourd'hui, des champions climat venus de 8 pays différents. Et l'objectif était aujourd'hui de les sensibiliser sur des messages clés, sur aujourd'hui les concepts de pertes et dommages. Comment déjà s'est opéré le choix de ces pays-là et de ces champions climat dans ces 8 pays? Oui, ça a connu vraiment un long processus parce qu'on voudrait que pour cette COP, que vraiment les acteurs non étatiques puissent réellement marquer leur empreinte. Parce qu'on ne peut pas toujours continuer ainsi. De COP à COP, et souvent il n'y a pas de résultats tangibles, concrets. Et pour cela, depuis la COP 26, ENDA a commencé à réfléchir sur comment changer la participation de ces acteurs. Et pour cela, on a mis en place un certain nombre de critères qui nous a permis de choisir. D'abord, un critère par rapport à la variabilité climatique. Donc, on a plusieurs zones écogéographiques en Afrique de l'Ouest, des pays côtiers, des pays qui sont plus dans le golfe Guinée, des pays tropicaux, mais aussi des pays qui ont plus un problème par rapport à la désertification. Donc, il fallait voir sur ce critère, fallait choisir des pays. L'autre critère qui était fondamental, c'est l'engagement et la capacité de mobilisation de l'acteur non étatique. Comment, lorsqu'on choisit un pays au niveau, par exemple, au niveau du Burkina, qu'il puisse être un relais, mais aussi qu'il peut être un relais par rapport aux acteurs non étatiques, mais aussi un relais par rapport à l'acteur étatique. Et avant d'en venir même aux missions de ces champions climat, vous n'êtes pas encore revenu sur ces pays. Quels sont ces pays aujourd'hui, ces 8 pays qui ont été choisis et les missions que mènent aujourd'hui ces champions climatiques allant de la période pré-COP, COP et post-COP également? Effectivement, ces 8 pays sont composés par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, la Gambie, le Sénégal, et le Sénégal, la Gambie, oui, et le Ghana. Ce sont ces 8 pays qui composent actuellement cette initiative COP 27. Et maintenant, je continue par rapport à la sélection de ces différents champions. Ces champions ont été ciblés donc d'une part sur la base de la variabilité climatique des différentes zones,
sur la base de leur engagement, mais aussi de leur capacité de mobilisation et d'influence politique à l'échelle nationale. Et enfin, le dernier critère, c'était le genre. Il fallait aussi que dans le groupe, qu'on puisse mettre à profit la dimension de l'intégration des femmes dans le groupe. Et alhamdoulilah, actuellement, on a quand même l'ensemble de ces critères sont réunis. Et enfin, le dernier critère, c'est leur capacité à s'exprimer en anglais. Parce que ce qu'on veut, c'est pendant la COP qu'on puisse faire de l'influence. Et pour faire de l'influence, il faudra bien communiquer sur la langue de travail principale au niveau de la COP. Et on reviendra tout à l'heure sur cette influence à l'occasion de la COP. Et M. Ouattara, vous faites partie de ces champions du climat aujourd'hui, au niveau pays, en tout cas au Burkina Faso. Déjà, qu'en est-il au niveau de votre pays pour ce qui est des pertes et dommages et les contraintes y afférentes? Très bien. Alors, je voudrais dire merci. Merci pour le choix donc, de ma personne. Je comprends que ça n'a pas été facile quelque part, mais déjà le fait que j'ai été retenu, c'est déjà que je rende hommage. Et chez nous, nous disons qu'il faut une forte mobilisation. Et comment? Il faut nouer le partenariat. Le partenariat avec des organisations qui ont déjà une forte expérience sur le terrain, avec lesquelles on peut se joindre pour faire notre écho, pour porter notre voix, la voix nationale. Et à la COP passée, nous avions déjà fait un travail que nous avons médiatisé. Je crois que tout le monde, en ce moment, on ne parlait pas encore de COP, mais quelques semaines après, quand on a commencé à parler de la COP, tout le monde a dit, mais c'est de ce que vous parliez. J'ai dit, effectivement. Et nous sommes partis d'évidence des pays pour essayer de faire un comparatif sur les réalités et ce qui se mène. Mais nous voyons que définitivement, les pays font face de la même manière et chaque pays cherche une solution pour ce qui est de votre pays, le Burkina Faso, qu'en est-il de ces évidences? Je rappelle que les évidences, ce sont des cas pratiques aujourd'hui de pertes et dommages au niveau des pays. Très bien. Alors donc, notre évidence que nous avons partagée avec donc, le groupe de 8, il s'est agi donc d'une activité qui a été menée par un groupement de femmes à Bogoya. Bogoya, c'est non loin de Waïgouya, un peu dans la région nord, vers les frontières maliennes. Un groupement de femmes qui s'est rendu compte d'elles-mêmes que le changement climatique avait impacté leur vie. Et elles n'ont pas attendu, elles ont commencé. Et un de leurs fils, qui a fait la foresterie, est venu donc à leur secours. Et à un moment donné du chemin, ils se sont rendus compte qu'il fallait d'autres compétences, il fallait d'autres énergies, il fallait d'autres moyens. Et donc, nous avons échangé et nous nous sommes déportés sur le terrain pour échanger avec eux, mener une journée donc, de plaidoyer que nous avons pu passer donc, sur les médias pour attirer l'attention de tout le monde. C'était en octobre l'an passé, mais j'ai tenu à partager cette évidence parce qu'elle est d'actualité. Et ils sont au niveau donc des communautés, des populations qui s'engagent sans attendre que l'État vienne à leur aide. Mais nous disons donc qu'il faut faire écho de... Pour ce qui est de ces évidences-là et même de ces communautés, on voit souvent beaucoup d'acteurs non étatiques qui évoluent surtout dans le domaine de l'environnement, aller aujourd'hui en rang dispersé. Et pourtant, ils mènent le même combat. Aujourd'hui, à votre niveau, comment arriver à fédérer aujourd'hui tous ces efforts-là, à fédérer toutes ces synergies et à impliquer davantage les communautés face à la situation et à l'urgence climatique? Mais évidemment, il faut développer une communication crédible. Il faut que les enjeux soient bien clarifiés. Tout le monde vient pour porter un message des communautés. Parce que ce sont ces communautés-là qui sont les plus vulnérables face à ces impacts donc, du changement climatique. Il n'y a rien d'autre à faire. Peut-être qu'il faut maintenant que nous développions donc, le leadership pour
fédérer toutes ces énergies. Parce qu'effectivement, comme il a été dit par M. Samba, même les États partaient en rang dispersé. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que de plus en plus, on s'organise pour porter la voix donc de l'Afrique. Donc nous disons de la même manière, toutes ces organisations qui ont... Et par rapport même à cette organisation des États de plus en plus, surtout pour préparer la COP 27, nous avons vu la semaine africaine du climat tenue au Gabon. Il y a également la rencontre des ministres africains de l'environnement tenue à Dakar et une autre rencontre des ministres de l'économie, des finances et de l'environnement tenue en Égypte. Et tout ça, c'est dans le cadre des préparatifs de cette COP 27-là. Et je vous laisse poursuivre également. Très bien. Alors donc nous disons que si un bon leadership est développé donc de la part de nous autres qui avons été sélectionnés pour cette grande responsabilité en tant que champion pays, et nous pourrons passer une journée de travail avec les autres pour caporaliser ce qui est fait et faire un point de presse auprès de nos leaders, de nos négociateurs, pour leur dire que les populations, à la base, demandent qu'il y ait des actions plus fortes, pas des actions cosmétiques, comme on l'a dit, mais des actions qui engagent réellement les leaders. Et on en vient à ces actions plus fortes et à cette COP 27 également, M. Fall. Pour l'Égypte, pays hôte de la COP 27, la priorité de leur présidence va porter sur les financements climatiques et notamment les pertes et dommages, selon le président de cette COP, par ailleurs ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Aucun retour en arrière sur les engagements et les promesses pris lors des sommets précédents ne sera permis. Comment arriver aujourd'hui à faire prendre conscience aux États partis à la COP27 de la nécessité aujourd'hui de faire des pertes et dommages une priorité dans leur agenda, surtout vous en tant qu'acteur non étatique? Oui, effectivement, et je pense que c'est vraiment l'objet même de cette initiative COP27. Je rappelle qui a obtenu un financement de la part de nos bailleurs nommé ACF, African Climate Foundation, et qui a permis de regrouper ces 8 pays. Et justement, par rapport aux thématiques majeures de cette initiative, l'une des thématiques porte sur les pertes et dommages. Parce qu'à Glasgow, lors de la COP26, ce qu'on peut considérer comme étant un progrès, entre guillemets, c'est tout simplement dans le pacte de Glasgow, là où on demande qu'il y ait un programme de travail sur réellement comment opérationnaliser le mécanisme ou bien la structure de gouvernance qui sera mise en place pour les pertes et dommages. Mais nous, en tant qu'acteurs non étatiques, et comme l'a dit le président de cette COP, on ne peut plus attendre parce que les effets actuellement, on les subit quotidiennement. Je pense qu'à Dakar, on voit tous que les inondations qui sont régulières et à chaque fois qu'il y a une inondation, il n'y a que des pertes. Et maintenant, comment les... Donc ça, c'est un problème auquel les décideurs politiques doivent faire face pendant cette COP de l'Afrique. Et au même moment qu'on discute sur les inondations, même le Pakistan actuellement est en train de vivre le pire scénario de catastrophe liée aux inondations. Donc on s'est dit que pour cette COP, si on y va de façon avec une bonne préparation et qu'on porte les enjeux par rapport aux pertes et dommages, on peut le réussir. Comment? D'abord, on veut que ce mécanisme ou bien secrétariat qui sera mis en place, nous, on veut un mécanisme de financement opérationnel, mais aussi qui peut se déployer de façon très rapide. Mais aussi un mécanisme qui ne doit pas semer encore une confusion sur l'appui humanitaire que souvent les grands organismes font et au titre du changement climatique. Et par rapport à ce mécanisme dont vous parlez, pourquoi est-ce important aujourd'hui, surtout pour les pays du Sud? Je rappelle que aussi certains pays du Nord subissent également des pertes et dommages. Mais pourquoi est-ce important, surtout pour ces pays du Sud-là, qu'un nouveau mécanisme de facilité financière soit officiellement lancé à cette COP27? Oui, parce qu'actuellement, les ressources ne sont pas encore bien mobilisées, ne sont pas suffisantes pour faire face à cette ampleur, vraiment l'impact de ces pertes et dommages d'une ampleur considérable. Les pays en voie de développement n'ont pas actuellement les ressources et n'ont pas aussi réellement un processus de planification à même de pouvoir faire face à ces pertes et dommages. Et donc, il va falloir que ce mécanisme qui devrait être mis en place à la COP27, on insiste sur ça, sur la disponibilité vraiment
immédiate des fonds pour faire face à ces... Ça, c'est d'un. L'autre chose aussi, c'est en termes de gouvernance. Il faut que la gouvernance de ce mécanisme soit la plus souple possible. Parce qu'il y en a beaucoup, mais le problème, c'est souvent entre la promesse ou bien d'engagement des ressources financières jusqu'à la réalisation, il y a tout un fossé. Et donc, nous sommes déjà vulnérables. Donc, on ne peut pas encore attendre le discours du politique pour pouvoir faire face à nos besoins. Il faut que ce mécanisme soit opérationnel, qu'il dispose de fonds prévisibles, mais aussi de fonds qui peuvent être déployés de façon immédiate. Un mécanisme sur lequel nous reviendrons également dans la seconde partie du débrief, où il sera question de parler davantage des enjeux de cette COP 27 prévue à Sharm el-Sheikh en Égypte. Je rappelle que la COP revient sur le continent africain 6 ans après la COP 22 tenue à Marrakech au Maroc. Nous parlerons des enjeux de la COP 27 dans la seconde partie et c'est tout de suite. De retour sur le plateau de Médian pour la seconde et dernière partie du débrief. Monsieur Ouattara, en prélude à la COP 27, Libreville au Gabon a accueilli du mois d'août à septembre dernier la Semaine africaine du climat qui a réuni les gouvernements des organisations multilatérales, des membres du secteur privé et de la société civile, entre autres. L'événement s'est penché sur 2 thèmes majeurs pour l'Afrique et également pour le monde, à savoir la recherche d'une augmentation de la température moyenne mondiale de 1,5 degré Celsius et également la construction d'un avenir résilient. Que vous inspire aujourd'hui cet élan régional de l'action climatique? Puisque de plus en plus, dans la première partie, nous en avions parlé, même les États allaient en rang dispersé, mais de plus en plus, on a l'impression que c'est un élan régional aujourd'hui de l'engagement et de l'action climatique. Qu'est-ce que cela vous inspire, surtout en tant qu'acteur non étatique? Oui, je pense que c'est très clair. Le fait que l'Afrique ait sa COP 2027, je pense que c'est une opportunité de porter vers haut les enjeux pour qu'on puisse résolument faire des vrais changements pour ne pas répéter encore peut-être l'année prochaine COP 28 et ainsi de suite. Et je pense que c'est très clair que lorsque les leaders africains se réunissent pour harmoniser leur point de vue, il faut dire que du côté donc, des pays avancés, nécessairement, il peut y avoir donc des progrès qui puissent être faits donc, dans cette lutte contre le changement climatique. On parle d'urgence. Quand on parle du changement climatique, on parle d'urgence. Je crois que M. Fall l'a dit, il y a tous les jours à la télé que des urgences climatiques qui sont montrées. On a parlé du Pakistan, mais on peut démultiplier ces exemples. Faut-il toujours attendre? Non. Et l'Afrique doit saisir donc cette COP 27 en Égypte pour démultiplier sa participation et renforcer ses réseaux des négociateurs pour avoir vraiment du succès. Et que voilà. Et M. Fall, après la Semaine africaine du climat qui s'est tenue à Libreville au Gabon, s'est tenue à Rotterdam également aux Pays-Bas, un sommet sur l'adaptation de l'Afrique au changement climatique, une rencontre à laquelle ont pris part le président de l'Union africaine, par ailleurs président sénégalais Macky Sall, et également d'autres dirigeants du continent, des chefs d'État africains présents à Rotterdam, qui ont d'ailleurs dénoncé l'absence des dirigeants du monde industrialisé à ce sommet sur le climat. Déjà, comment de telles rencontres peuvent permettre de plaider davantage pour l'obtention, je précise, de plus en plus pour le continent africain de fonds d'adaptation suite aux effets aujourd'hui de ce changement climatique-là? Oui, justement, et je pense que c'est vrai, les gouvernements ont leur rôle à jouer, mais aussi les acteurs non étatiques ont leur rôle à jouer dans cette dynamique d'ensemble, parce que c'est une action climatique qui touche plus les couches vulnérables. Et c'est à ce titre que pour aider davantage ces décideurs politiques à mieux porter la voix des gouvernements, cette initiative COP 27 vise à aider ces gouvernements à mettre du doigt sur là où vraiment il y a encore des lacunes, et notamment c'est l'accès à la finance climatique. Comment simplifier davantage les procédures, parce qu'il y a déjà des guichets qui existent. Le Fonds vert climat, le Fonds d'adaptation et j'en passe. Mais souvent le problème c'est la complexité
des procédures qui font que réellement les fonds, il y a un engagement qui est dit par les pays, mais c'est difficile à mobiliser, surtout pour un acteur à la base. Ça, c'est d'un. L'autre élément qui est important, jusqu'à présent, on parle des 100 milliards par an. Mais jusqu'à présent, il faut le dire, les pays ont du mal à mobiliser ces ressources. Mais est-ce que ces 100 milliards-là également ne sont pas dépassés, dans la mesure où également ces 100 milliards, c'était des promesses, mais pas des engagements signés également par ces États grands pollueurs? Et justement, même actuellement, les études ont montré que même actuellement, la demande, si on se base simplement sur la demande des pays développés, c'est plus 7 fois que ces 100 milliards. Et donc, pour dire que c'est vraiment dépasser cet objectif de 100, d'autant plus qu'actuellement, on n'est même pas encore sûr de mobiliser 100 milliards. Comment maintenant faire face à un volume plus conséquent? Donc ça, c'est un problème réel auquel les décideurs politiques, surtout africains, doivent encore mettre sur la table pendant cette COP pour que les pays annexes 1, je rappelle qu'il y a quand même au niveau des changements climatiques des principes clés, surtout le principe pollueur-payeur. On sait qu'il y a une responsabilité engagée de ces pays développés, des pays annexes 1 comme on le dit. Donc, puisque l'Afrique, pour dire encore, l'Afrique contribue à peine 3% des émissions. Et c'est l'Afrique aussi qui subit les pires affres des changements climatiques. Donc, on ne peut pas encore rester là pour dire... Mais est-ce que là également, Fall, aussi, les engagements qui constituent souvent les avancées ne sont pas également le problème, dans la mesure où ces engagements, des fois, ne sont pas également assez contraignants pour ces pays grands pollueurs? Oui, parce que aussi, le problème aussi par rapport aux engagements, et là, il faudra aussi l'analyser à notre niveau, les engagements que les pays souvent prennent, en tout cas, ne considèrent pas réellement les besoins des acteurs locaux. Ça aussi, c'est un problème. Est-ce que donc cet engagement qui est certes contraignant et qu'actuellement on aura du mal à pouvoir le mettre en place, pose problème. Donc comment maintenant, dans la révision de ces engagements, parce que chaque pays actuellement a la latitude de réviser ses engagements en direction de l'opérationnalisation de l'accord de Paris, notamment dans leur contribution déterminée nationale. Donc ce qu'on veut, et les acteurs non étatiques, ce qu'on veut, c'est que les solutions locales d'adaptation qui existent soient mieux considérées dans ces documents d'engagement. Ça, c'est d'un. Qu'il y ait encore plus de procédures simples pour l'accès à la finance climatique. Mais aussi, par rapport aux pertes et dommages, que ce mécanisme soit opérationnel. Et en dernier lieu, c'est l'un des enjeux que la CAP COP27 a pris, c'est de pouvoir permettre à ces acteurs non étatiques de ces différents groupes, de ce groupe de 8 pays, de porter encore leur plaidoyer pour qu'il y ait une valorisation des solutions endogènes à travers un système d'innovation au niveau national. Et par rapport à la valorisation des solutions endogènes, M. Ouattara, comment aujourd'hui arriver à ce que les solutions locales ou bien les solutions endogènes au niveau des communautés soient davantage prises en compte dans les CDNPI? Je veux bien sûr parler des contributions déterminées des différents pays qui se sont engagés au titre de l'accord de Paris. Très bien. Alors donc, nous disons qu'il faut, dans un premier temps, présenter les contributions qui sont faites au niveau communautaire et les passer sous la loupe de la science, de la recherche scientifique pour voir quels sont les succès, pour pouvoir les porter à l'échelle nationale et les démultiplier sur les autres. Nous avons eu un exemple très intéressant pendant donc, cet atelier de 2 jours où on nous a dit qu'il y a eu des exemples au Sénégal qui ont été très efficaces, mais qui n'ont pas été mis à l'échelle, et que d'autres pays, européens même, ont pu capter donc cette expérience et la mettre à l'échelle parce qu'elle y trouvait donc un intérêt. Pour le Sénégal, je cite l'exemple de l'entente intercommunale de la Petite Côte, un projet qui a réuni aujourd'hui 5 communes qui ont travaillé ensemble pour la gestion de leurs déchets et également de leurs projets climat. Très bien. Alors, donc nous disons que les solutions endogènes, souvent, elles peuvent être juste améliorées. Ce sont des solutions naturelles. Quand nous parlons par exemple des demi-lunes, elles sont des demi-lunes classiques. Elles sont également des demi-lunes multifonctionnelles pour une région où on parle de 400 mm de pluie l'an
au nord du Burkina, nous disons que ce sont des solutions qui sont vraiment des succès, des succès qu'il faut partager et il faut aider à mettre en œuvre. Sinon, nous disons qu'il ne peut pas avoir d'impact. Et selon vous, comment arriver aujourd'hui à mettre en œuvre et à démultiplier ces solutions-là sur le continent? Je rappelle que pour le cas du projet actuel ou de l'atelier, ça réunit 10 pays. L'Afrique aujourd'hui compte une 50aine de pays. Comment arriver aujourd'hui à de tels projets, à l'amener à une échelle beaucoup plus grande et pour toucher davantage de communautés, d'acteurs non étatiques et même de pouvoirs publics? Déjà la communication. Ensuite, on peut élaborer une plateforme où on peut porter donc, tous ces exemples et qu'on pourrait voir avec le financement, bien sûr, pour commencer des phases pilotes et qui pourraient donc démultiplier. Voilà. Et par rapport à cela, lors de la COP26, le pacte de Glasgow a été signé, M. Fall, par 197 pays avec une série d'engagements qui, je le rappelle, non contraignants, visant à réduire les émissions mondiales de CO2 de 45% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2010. 3 mesures phares peuvent être retenues, comme la réduction progressive de l'utilisation du charbon non traité et la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles. La nécessité également d'aider financièrement aujourd'hui les pays en développement à faire face aux conséquences du dérèglement climatique. D'ailleurs, vous plaidez beaucoup dans ce sens au sein de Enda Energy. Et la mise à jour également des contributions déterminées au niveau national CDN tous les 5 ans. Quelle lecture déjà faites-vous de ce pacte de Glasgow issu de la COP26? Oui, c'est un pacte quand même, il faut le saluer. On peut dire qu'il y a quand même quelques progrès entre guillemets. Mais je pense que toujours, pour quelqu'un qui suit les négociations, entre un pacte et des engagements toujours écrits sur papier, et par rapport à l'étape de mise en œuvre, il peut y avoir un grand fossé. Et donc c'est ce fossé-là qu'on veut vraiment réduire au grand maximum. Comment réellement passer de ces déclarations d'intention à la mise en œuvre? C'est ce qui préoccupe plus les communautés, mais aussi les territoires. Et donc, on sait que par rapport à ce pacte de Glasgow, par exemple, si je prends juste l'accès à la finance climatique, il y a toujours ces fenêtres de financement qui existent. Mais est-ce que réellement, après Glasgow, jusqu'à maintenant, il y a eu des avancées? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que le Fonds vert climat ou bien le Fonds de rotation a déjà fait des avancées par rapport à ça? Ça, c'est une question qu'on se pose à l'échelle des acteurs non étatiques. L'autre élément, c'est par rapport aux pertes et dommages. Le mécanisme qu'on veut mettre en place. Par rapport au pacte de Glasgow, il y aura un programme de 2 ans encore pour discuter sur comment la facilité doit être mise en place. Est-ce que les communautés peuvent attendre encore 2 ans pour avoir un mécanisme et après évaluer ce mécanisme? Ça, c'est une question. L'autre élément aussi, c'est par rapport au suivi même de ces engagements. Les pays sont appelés à réviser, mais déjà actuellement, il y a déjà des contributions déterminées nationales qui ont été déjà revues par des pays. Mais par rapport à leur mise en œuvre, l'acteur non étatique a le droit de voir est-ce que réellement qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait et est-ce qu'il y a aussi des possibilités d'amélioration. Qu'en est-il de la collaboration entre vous qui êtes des acteurs non étatiques et ces États ou pouvoirs publics, surtout dans le cadre de l'évolution et de la mise en œuvre de leur CDN? Ouattara a déjà commencé à abonder dans ce même sens. On considère que ces processus climatiques à l'échelle nationale en tout cas, montre une insuffisance par rapport à la communication. La communication peut être améliorée. Ces contributions déterminées nationales qui ont été élaborées, revues, parfois méritent d'être reconsidérées, en tout cas en considérant ces solutions locales. Ça, c'est d'un. Et ces acteurs non étatiques, surtout les champions de cette COP, de cette CAP-COP, peuvent aider nos acteurs. Parce qu'on considère souvent que les acteurs non étatiques comme étant une opposition, alors que c'est le contraire. Parce que ce sont ces acteurs qui reflètent un peu la préoccupation des impactés. Et donc, on considère que dans une dynamique de collaboration avec l'État, ce qu'on veut, c'est aider l'État à mieux communiquer sur les plans, aider l'État à mieux identifier les solutions locales, parce que parfois, c'est là où se trouve le problème.
les solutions qui sont inscrites dans les documents parfois ignorent ou bien ne considèrent pas réellement les solutions développées à l'échelle locale. Et c'est comme ça aussi qu'un État peut aider ces acteurs non étatiques, y compris les collectivités. Parce que aussi, vous l'avez dit tantôt, il y avait un programme, par exemple, au niveau de la Petite Côte, qui a réuni plusieurs localités de la Petite Côte dans l'entente intercommunale de la Petite Côte, et qui ont eu à mettre en place, élaborer des plans climat, territorial et énergie, les PCT. Et ce sont des plans qui identifient de façon très claire et dans un processus assez inclusif, très inclusif, l'ensemble des actions climatiques nécessaires pour aider cette zone à développer plus de résilience climatique. Et est-ce que ces plans climat-énergie au niveau local tiennent compte ou bien sont articulés également avec les contributions déterminées nationales? Dans l'élaboration de ces plans, on a tenu compte réellement de toutes les politiques climatiques au niveau pays. Pour dire que ce sont des plans qui s'inscrivent et qui, par rapport le premier critère, je peux dire, c'est souvent l'alignement par rapport. Et donc, ce sont l'alignement aux politiques climatiques, notamment la CDN, le programme national d'adaptation, le PNA, et bien sûr les politiques sectorielles à l'échelle de l'agriculture, élevage et j'en passe. Donc, ces plans constituent déjà une première porte d'entrée pour une planification inclusive de l'action climatique à l'échelle des territoires. Mais aussi, ces plans constituent aussi, pour nous, à notre niveau, un modèle de planification climatique à l'échelle territoriale et rompre avec toujours l'approche top-down qui veut souvent que les stratégies soient élaborées toujours par les politiques, c'est vrai, mais aussi je pense que les stratégies doivent être aussi élaborées en considérant les plans élaborés au niveau territoire. C'est-à-dire aller du bas vers le haut pour mieux adapter aujourd'hui la mise en œuvre de ces plans-là par rapport aux communautés qui en ont besoin ou bien aux communautés qui sont les cibles de ces programmes-là. Et M. Ouattara, j'en viens à vous. Malgré les avancées dans le pacte de Glasgow, les engagements pris tout au long de la COP 26 sont jugés insuffisants pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius. Déjà que le réchauffement devrait atteindre 2,4 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle, selon le groupe de recherche Climate Action Tracker. Comment déjà arriver à amener les États parties à maintenir ce réchauffement climatique-là à 1,5? Très bien. Alors, c'est ce que nous disons. Et les statistiques montrent que à peine 11% de ces financements atterrissent réellement dans les communautés locales qui font réellement face à cette situation. Ce qui veut dire qu'il y a même une méthodologie, une approche dans la lutte contre ce phénomène du changement climatique qui n'est pas approprié. Mais qu'est-ce qui explique cela? Que seuls 11% arrivent aujourd'hui à ces communautés-là? Alors, donc, je dis que ce sont des statistiques officielles, mais nous disons qu'il faudrait peut-être revoir les procédures, les stratégies, pour que les acteurs sur le terrain puissent donc bénéficier de ce budget-là pour pouvoir faire pousser. Parce que ce que nous disons, souvent en milieu rural, on n'a pas besoin de beaucoup de millions pour faire quelque chose. Souvent, juste un forage, juste un puits peut amener une petite communauté à développer une activité autour donc, de ce point d'eau, etc. Donc nous disons qu'il faudrait que les gouvernants puissent réellement se pencher sur la question climatique comme un enjeu et non peut-être pas une source de revenus supplémentaires. Parce qu'à notre rencontre, tout de suite, il y a eu des cas où on a dit que souvent, les lourdeurs, bien sûr, mais souvent, à l'échelle, il y a beaucoup d'argent qui se perdent et qui n'atteignent pas donc ces populations qui souvent ne peuvent pas comprendre que pour peu, rien n'est fait. Alors qu'on parle de milliards. Et par rapport même à cette urgence climatique, il y a un groupe d'experts qui a publié récemment, un groupe d'experts différent du GIEC, qui a publié récemment un rapport dans la revue scientifique Science, où il disait aujourd'hui que 1,5 degré Celsius, si les États vont aujourd'hui
au-delà de 2 degrés, certains aujourd'hui de ces États atteindraient un point de non-retour puisqu'il serait même plus possible ou bien question d'adaptation ou bien d'atténuation face à cette situation-là, puisqu'au-delà de 2 degrés Celsius, ce serait un point de non-retour pour certains. C'était juste à titre de contribution. Mais déjà, M. Ouattara, quels enjeux de cette COP27 pour les pays africains, d'autant plus que l'Afrique accueille cette COP 6 ans après la COP 22? Déjà, comme on a eu à le dire, c'est une opportunité. Cette COP 27 est une opportunité, il faut le signaler. Il faudrait que nos leaders par pays et tous ceux qui soutiennent donc cette position pays des leaders, il faudrait que tout le monde dise cette COP 27, c'est la nôtre. Il faut qu'on s'investisse réellement, il faut qu'on essaie de tirer de notre côté les avantages certains qu'on pourrait en tirer et que, comme j'ai dit, l'Afrique devrait aller d'une seule voix pour vraiment convaincre. Parce que comme on dit dans une négociation, on ne vient pas vous dire hey, on vous donne tant. Non, vous devez pouvoir justifier, illustrer et j'allais dire même adapter votre position, mais cela se fait donc avec les réalités qui se font sur le terrain par les populations. Et comment aujourd'hui, M. Fall, à l'issue de cette COP27, comment arriver à faire parler l'Afrique d'une seule voix, que ce soit les acteurs non étatiques, que ce soit les États ou d'autres secteurs aujourd'hui africains, comment arriver à faire parler d'une seule voix pour impacter à cette COP27-là? Et ça, je pense que c'est une finalité. Et je pense que pour y arriver, il y a tout un processus qu'on a mis en place. Donc, notamment à travers cette COP27, il y a des activités préparatoires pour vraiment arriver à cet objectif de parler d'une seule voix. Activités préparatoires qu'on vient juste de faire, on a commencé par la semaine climat et énergie à Saly avec un groupe d'acteurs non étatiques pendant toute une semaine pour décrypter les enjeux mais aussi mettre en évidence ces solutions locales et territoriales. Ça c'est d'un. L'activé, on vient juste de boucler un atelier préparatoire stratégique avec le groupe de ces 8 pays. J'en profite pour dire que aussi le Niger aussi fait partie de ce groupe de 8 pays. Et cette activité préparatoire permet à ces 8 champions de se préparer avant la COP. La préparation va comprendre plusieurs étapes. D'abord, un atelier pré-COP qui sera organisé dans chaque pays respectivement. Et cet atelier sera un atelier de collaboration avec aussi l'appareil étatique. Non seulement de collaboration avec les acteurs non étatiques, donc on veut massifier la voix au niveau national, mais aussi on va collaborer en même temps avec l'appareil étatique sur les enjeux clés de la COP. Ça c'est d'un. Pendant la COP maintenant, et même avant la COP, chaque pays va élaborer une note de position en relation avec l'accès à la finance climatique, l'adaptation, mais aussi les pertes et dommages. C'est ce papier-là qui constituera une contribution technique par rapport au débat et sessions. Mais par rapport à ces différents points que vous venez d'énumérer à l'instant, on constate que selon les pays également, les pays peuvent différer, mais les réalités ou bien ces pertes et dommages sont les mêmes. Comment arriver aujourd'hui donc à mettre ou bien à créer les mêmes messages clés pour impacter ou bien pour parler d'une seule voix à cette COP? On a commencé pendant cet atelier préparatoire à identifier, drafter, comment élaborer des messages assez clairs en relation avec ces 3 thématiques. Mais aussi, en plus de ces 3 thématiques, il y a aussi des thématiques transversaux que sont par exemple la communication, la collaboration avec l'appareil étatique, mais aussi le partenariat à développer avec le monde scientifique, mais aussi comment renforcer les capacités des territoires, mais aussi des communautés. Ça a déjà commencé. Et on va, sur la base de production média, donc notamment de vidéos, mais aussi de notes d'opposition, faire une synthèse de l'ensemble de ces messages et les remettre, ce sont des messages globaux. On reste sur ce point-là, l'une des évolutions les plus significatives pour l'adaptation lors de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, COP26, s'est traduit par un nouvel engagement destiné à mettre le financement international de l'adaptation sur un pied d'égalité avec l'atténuation. Comment aujourd'hui arriver au respect des promesses de financement prises à Glasgow, surtout pour ce qui est de ce point, c'est-à-dire l'adaptation? Parce que les projets souvent, ou bien les engagements de financement, financent beaucoup plus l'atténuation que l'adaptation. On parle souvent d'objectifs 50-50 parce que souvent ce n'est pas le cas et jusqu'à présent, et c'est dommage.
Et souvent, parce que la plupart du financement climatique est destiné aux mesures de réduction ou bien d'évitement des gaz à effet de serre, donc notamment l'atténuation. Donc à travers cette COP, et c'est pourquoi à travers le lobbying qu'on veut faire, et ce lobbying doit être fait sur la base d'évidence locale. Et si on parvient à élaborer nos notes de position, et je parle de comment. Le comment, c'est qu'on se prépare davantage. Et comment le préparer? Ce n'est pas simplement des paroles en l'air, mais c'est sur la base de notes de position, sur la base de produits médias. Et c'est pourquoi on salue davantage aussi cette opportunité qui nous est offerte pour encore parler de cette... Et sur la base également de cas pratiques que vivent ces pays-là. Et M. Ouattara, pour ce qui est aujourd'hui des nouveaux pays, comment arriver ou bien quelle contribution et quel rôle aujourd'hui des communautés et acteurs non étatiques que vous êtes pour le relèvement aujourd'hui des fonds alloués à l'adaptation? Oui, évidemment. Il faut qu'on relève les fonds alloués donc à l'adaptation. Et nous disons même que les pertes et dommages devraient être un enjeu également pour cette COP. Parce que, comme nous disons, sans fonds, tout est bloqué. Donc la finance représente le nerf. Et tous les efforts qui sont faits peuvent être accompagnés donc par cet appui financier. Même nos États... On reste avec l'appui financier. Le chef de l'État sénégalais, également président en exercice de l'UA, l'Union africaine, a soutenu à Rotterdam: il faut s'adapter ou mourir. Nous n'avons pas le choix. Notre temps d'agir touche à sa fin. L'Afrique doit donner la priorité à l'adaptation. L'Afrique doit s'investir massivement dans l'adaptation et dans la résilience. Que vous inspire ce message du président sénégalais, également président de l'Union africaine? Déjà, il faut rendre hommage au président sénégalais qui fait tout le leadership aujourd'hui et l'image d'une Afrique unie face aux défis. Je crois que aujourd'hui, on voit le président sénégalais à bien de défis et je pense que c'est déjà un message fort pour donner une direction. Et un message fort, c'est également ce qui est attendu des acteurs non étatiques, des pouvoirs publics et autres décideurs à l'occasion de la COP 27 qui se tient à Sharm el-Cheikh en Égypte en novembre prochain. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Samba Fall. Vous êtes responsable climat et transition systémique à Enda Energy. Merci d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Merci pour cette opportunité qui nous a été offerte pour parler de cette initiative COP27 qui réunit un groupe de 8 pays et qui est l'idée conduite par Enda Energy et qui va permettre à... COP27 qu'on a d'ailleurs davantage développé au courant de cette émission. Merci. Merci également à M. Souleymane Ouattara. Vous êtes président de l'ONG gouvernementale Amis du Monde en Afrique, la section Burkina Faso. Merci également d'avoir été avec nous. Vraiment merci. Nous disons donc merci à la télé Medi One. J'ai l'habitude donc de suivre cette télé et m'y retrouver à l'occasion donc de cette rencontre avec Enda et ses partenaires. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, donc, il faut savoir qu'on a une seule planète. Nous n'avons pas une deuxième pour le moment. Et donc, ce combat, c'est le combat de tout le monde. Il faudrait que tout le monde se mette la main dans la main pour aller vers le développement. Merci également à vous par rapport à votre engagement citoyen et en tant qu'acteur non étatique au service de l'environnement. Merci à l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci également à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.